Parlons maintenant de la mauvaise répartition. L'eau peut alimenter des conflits. La mauvaise répartition des eaux d'un fleuve peut engendrer des grandes crises et priver la population d'eau. En voici deux exemples. L'Indus partagé par l'Inde et le Pakistan. Le traité de l'Indus est-il dangereux ? Quelques jours après l'attaque meurtrière à la base militaire indienne d'Uri, dans le Cachemire indien, qui a provoqué la mort de 18 soldats indiens et a encore ravivé les tensions dans la région. New Delhi cherche une façon de punir le Pakistan qu'elle tient pour responsable. Parmi les sanctions soulevées, celle de lui couper l'eau potable. Les deux États se partagent en effet le bassin de l'Indus, mais l'Inde, en amont, jouit d'une position dominante sur son voisin. Malgré les nombreuses tensions qui opposent les deux pays, la question de ce fleuve transfrontalier est gérée d'une façon pacifique grâce au traité de l'Indus, signé en 1960. Ce dernier a survécu à chaque conflit et est souvent présenté comme un modèle de coopération dans la gestion d'un fleuve transfrontalier. Il alloue à l'Inde les trois fleuves à l'est du bassin, Sutlej, Beas et Ravi, et au Pakistan les trois fleuves à l'ouest, l'Indus, Jhelum et Chenab. L'Inde peut profiter pleinement des trois fleuves qu'il contrôle, mais ne doit pas obstruer le passage de l'eau dans les fleuves de l'ouest. Tous les 6 mois, une commission de l'Indus se réunit afin d'assurer que les modalités du traité sont respectées et pour gérer les conflits mineurs. Mais par sa position en amont, l'Inde pourrait briser les termes du traité et priver le Pakistan de son accès à l'eau. Ce dernier est très dépendant de l'Indus. 65% de son territoire est dans le bassin du fleuve et ses barrages permettent d'alimenter la population en électricité et en eau potable. À chaque nouveau conflit, la menace revient sur la table. Même si elle ne semble jamais vraiment sérieuse, couper l'accès à l'eau au Pakistan ne permettrait pas à l'Inde d'atteindre son véritable objectif, forcer son rival à lutter contre le terrorisme. De plus, couper les robinets inonderait plusieurs villes indiennes. Côté pakistanais, la domination indienne sur l'eau fait peur. Certains considèrent même cette menace comme un terrorisme de l'eau. L'Euphrate et le Tigre, partagés par la Turquie, la Syrie et l'Irak. Au Moyen-Orient, de nombreux ouvrages ont été réalisés sur les deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate, que ce soit en Turquie, en Syrie ou en Irak. Une guerre de l'eau a lieu entre les États pour le contrôle de cette ressource. Le Tigre et l'Euphrate prennent tous deux naissance en Turquie orientale, au Kurdistan. L'Euphrate, long de 2700 km, traverse en outre la Syrie et l'Irak. Le Tigre, 1899 km, est frontalier avec la Syrie et coule ensuite en Irak. En basse Mésopotamie, les eaux mêlées des deux fleuves constituent, sur 170 km environ, le Chott el-Arab, qui débouche dans le golfe Persique. Les ressources en eau au Moyen-Orient sont inégalement réparties. La Turquie dispose en effet de 229 km3 d'eau par an, tandis que l'Irak et la Syrie disposent respectivement de 75 km3 d'eau et 26 km3 d'eau par an. Ces deux derniers pays sont pourtant peuplés presque également, avec 29 et 22 millions d'habitants. Il va alors de soi qu'un problème de répartition est présent. Avec 3010 mètres cubes d'eau par habitant, contre 2590 et 1180 pour l'Irak et la Syrie, la Turquie est incontestablement dominante en matière de consommation d'eau. Mais la Turquie a entamé une gigantesque opération hydraulique, le projet d'Anatolie du Sud-Est, qui se décompose en 13 sous-projets, 7 sur l'Euphrate et 6 pour le Tigre. Une dizaine de centrales hydroélectriques produiront ainsi 27 milliards de kilowattheures. C'est-à-dire à quel point ce projet de barrage est un atout crucial pour la Turquie qui lui permettrait de contrôler la distribution de l'eau dans cette région. La conséquence de ces barrages est que des dizaines de petites villes syriennes et irakiennes n'ont plus d'eau et se vident, comme Ajin et El Hadjara.